Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va s'intéresser à trois actifs. On va regarder le Bitcoin, on va regarder l'Ether et on va regarder Tezos. On va également s'intéresser à l'arrivée de l'administration Biden par rapport aux cryptos. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce qu'il est plutôt pour ou contre les cryptos de façon générale? On va regarder ça ensemble. Avant de débuter tout de suite avec le Bitcoin, une petite annonce concernant Diabolo, donc le copy trading. On va lancer la possibilité de trader sur les futurs. Donc la semaine prochaine, ça va être mis en prod. Ça veut dire que les traders que vous suivez pourront également trader sur les futurs et donc ils pourront trader à l'achat et à la vente, ce qui permettra vraiment de booster les perfs, peu importe la tendance du marché. A noter également qu'il y a des très belles perfs en ce moment de notre top 3, Spider, Monsieur Discount et Gabix, qui ont bien performé avec le bull run. Donc ils seront présents également sur les futurs. Donc ça annonce vraiment du très lourd pour la suite. Avant de passer à l'analyse technique sur la Bitcoin, on va parler un peu des fondamentaux et on va se demander qu'est-ce que l'arrivée du président Biden en Amérique change pour les cryptos. Alors bien sûr c'est encore un peu trop tôt pour le dire, mais on a quand même quelques éléments de réponse. On sait qu'il est plutôt plus ouvert que ses prédécesseurs sur tout ce qui est crypto. Ça ne veut pas dire qu'il va être pro-crypto dans tout ce qu'il va faire, mais ça laisse déjà un peu plus d'espoir. Il avait déjà une équipe de transition qui était très pro-crypto. Là, c'est un article qui date du 11 novembre. Et déjà, à ce moment-là, il avait nommé Gary Gensler comme directeur de l'équipe de transition pour les politiques financières. Alors, ce brave Gary, c'est quelqu'un qui est très pro-crypto. Il avait défendu déjà devant le Congrès américain les cryptos, en qualifiant ça d'ailleurs de forme moderne d'or digital et de construction sociale. Et Gary Gensler a d'ailleurs pris du galon depuis. On va voir un nouvel article. Il a été nommé Big Boss de la SEC. Donc la SEC, c'est l'agence de sécurité. C'est celle qui peut faire couler des cryptos. On a vu récemment qu'elle avait attaqué XRP, donc le Ripple qui a pris très cher. Donc c'est vraiment un organisme puissant. Et le fait qu'il y ait maintenant Gary Gensler à la tête de cet organisme, c'est quelque chose qui est plutôt très bon pour les cryptos. Alors bien sûr, c'est trop tôt pour savoir s'il va vraiment y avoir des changements drastiques dans la réglementation de la SEC. D'après les experts, il va établir une stratégie à l'opposé de celle de Jay Clayton, donc l'ancien boss de la SEC, qui n'était pas très crypto lui, et il tablerait sur une amélioration de la transparence de l'industrie et la restauration du droit des investisseurs. Alors honnêtement, ça ne veut pas dire grand-chose encore en l'état, il faut vraiment voir ce que Gary Gensler va proposer concrètement dans les prochaines semaines ou les prochains mois, mais le fait qu'on sache qu'il est plutôt pro-Bitcoin et pro-crypto en général, c'est quand même quelque chose d'encourageant. Dans les autres nouvelles plutôt positives, on aurait un ancien conseiller de Ripple à la tête de l'OCC. Donc l'OCC, c'est l'organisme de régulation du système bancaire américain. Donc c'est pas encore officiel, mais c'est une info qui a fuité du Wall Street Journal. Donc Michael Barr, l'ancien conseiller, prendrait la tête de l'organisme. Et la grande question qu'on peut se poser, c'est s'il est vraiment nommé à ce poste, est-ce qu'il va rester vraiment pro-crypto comme il l'a été? Il l'avait déclaré en 2015, notre système mondial de paiement est très dépassé. Je pense que l'innovation dans les paiements peut contribuer à rendre le système financier plus sûr, plus efficace et réduire les coûts et améliorer la bancarisation pour les particuliers comme pour les entreprises. C'est un discours qui sonne plutôt très bon pour les crypto-monnaies, mais c'était en 2015. Est-ce que maintenant qu'il est nommé à ce poste à responsabilité, qui est également un poste politique, est-ce qu'il va avoir les mains libres pour vraiment faire ce qu'il veut? Ça, on le saura que dans le futur. Et on va finir sur une note moins positive pour les cryptos, mais on essaie d'être complet. C'est la nomination de Janet Yellen au poste de secrétaire au Trésor. Et on va finir sur une note moins positive pour les cryptos, mais on essaie d'être complet, pas de prendre que ce qui nous intéresse. C'est la nomination de Janet Yellen au poste de secrétaire au Trésor. Alors la photo fait très peur, on voit qu'elle a l'air très très méchante. Alors faut savoir que Yellen c'est vraiment quelqu'un d'influent, c'est l'ancienne boss de la Fed. C'est une économiste assez respectée qui a fait quand même un bon boulot à la Fed, qui avait un bon bilan, mais elle n'est pas très pro-crypto-monnaie. En fait c'est un peu l'équivalent de Christine Lagarde, c'est un peu la vieille garde j'ai envie de dire, qui aime pas trop ces nouvelles technologies, ces nouvelles cryptos, mais elle est influente, elle a été interrogée par le Sénat lorsqu'il y a eu l'examen de sa nomination, et elle a affirmé que les crypto-monnaies servaient principalement d'outils au financement illicite. Donc exactement comme l'article qu'on a vu la semaine dernière sur Lagarde, eux ils assimilent le Bitcoin au financement du terrorisme dans le monde. Alors il y a eu beaucoup de réponses suite à ça de personnes influentes de la cryptosphère, dont Anthony Pompliano qui lui a rappelé que
le dollar américain c'était la monnaie de prédilection des criminels du monde entier, que les grandes banques blanchissent plus d'argent que la totalité de la capitalisation boursière du Bitcoin. D'autres lui rappellent que en 2020, il y avait seulement 0,3% des activités crypto qui étaient illicites, alors que dans le même temps, par exemple, 90% du marché de la cocaïne se fait en dollars. C'est un peu un débat sans fin entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, hein. Au global, si on regarde l'administration Biden, il y a quand même beaucoup de pro-crypto. Forcément, c'est aussi des postes politiques, tout ça, donc Biden ne peut pas nommer que des pro-crypto, même si lui voulait être ouvertement pro-crypto. Il faut toujours un peu ménager à la chèvre le chou pour des raisons électorales. Mais en tout cas, il s'est entouré de gens compétents qui connaissent bien le domaine. Je rappelle également que le PDG de FTX était un de ses plus gros donateurs de campagne. Donc là, c'est simplement la logique qui parle, hein, je ne suis pas dans leur petit papier. Mais si le PDG d'un exchange était prêt à donner 5,2 millions de dollars pour la campagne de Biden, c'est bien qu'il devait y trouver son compte au final dans l'élection de Biden. Voilà, on a un peu fait le tour de la question, chacun pourra se faire son avis, il y a du pour, il y a du contre. À titre personnel, pour moi, ça me semble plutôt bon pour les cryptos, mais il faudra voir ce qui se passe dans les prochaines semaines, les prochains mois, quelles vont être les prochaines grandes décisions qui vont être prises. On passe maintenant à l'analyse du Bitcoin face au dollar. On est en graphique journalier. Alors si vous avez suivi le Bitcoin cette semaine, hein, on a eu quand même une belle phase de baisse sur le Bitcoin. Malgré tout, il faut toujours relativiser, hein. Depuis mars 2020, on a eu une hausse de quasiment 1000%. Depuis qu'on a fait le point haut ici, on a eu une baisse de 30%. Tout ça pour dire que c'est une baisse qui est plutôt saine, hein. À chaque fois qu'il y a des grosses phases de hausse, il faut qu'il y ait des corrections comme ça pour que les cours puissent à terme repartir à la hausse. Donc on va analyser maintenant où on en est de cette baisse, est-ce qu'elle est finie, est-ce que ça pourrait rebondir maintenant. Alors pour ça, on va faire du chartisme tout bête, hein. Regardez les points bas qu'on a ici, on va passer en 4 heures. En 4 heures, vous voyez, on a point bas ici avec une grande mèche, point bas ici au même niveau, un point bas ici avec une mèche. Donc là, on voit simplement qu'on a une zone de support. Alors si on note le niveau, hein, la zone de support, c'est à peu près par là, c'est vers les 30 000, donc 29 000 et quelques, 30 000 pour arrondir, donc on sait qu'on a un support. On avait également vu la semaine dernière ce triangle en orange, et on voit qu'on en est sorti par le bas il y a quelques jours. Donc cassure baissière de ce triangle orange, c'est normalement un signal de continuation de la baisse. On a ensuite baissé un peu, on est venu tester le support en rouge qu'on avait déjà, on avait déjà les points bas ici et là, donc ça a fait rebondir ici, et on est venu faire un pullback sous le triangle. Donc le pullback, c'est quand les cours reviennent tester l'ancien support qu'on avait là, qui était cassé. Le support devient une résistance. Quand les cours repartent à la hausse, ça bloque la hausse, les cours repartent, et c'est ça qu'on appelle le pullback. Donc là, on a fait le pullback. Donc il y a des risques que ça reparte maintenant à la baisse. D'un point de vue purement technique, quand on sort d'un triangle, l'objectif de poursuite du mouvement, donc poursuite baissière dans ce sens, c'est la taille de la base qu'on a ici, qu'on peut reporter à la cassure du triangle. Donc on reporte ici à la cassure, ça nous ramènerait vers les 20 000 en théorie. Ça, c'est vraiment l'objectif purement théorique. Mais personnellement, j'ai beaucoup de mal à croire qu'on va retourner chercher les 20K. Il faut toujours différencier la technique, là c'est l'objectif purement théorique, technique, des fondamentaux. Les fondamentaux, là pour le Bitcoin, sont vraiment très très haussiers, comme on a pu le voir dans la vidéo précédente. Donc moi, ce que j'ai peur, c'est que si on baisse encore un peu, il y ait brusquement une grosse remontée des cours quand les gros poissons vont se placer. Donc actuellement, je préfère raisonner par étapes. On a les 30K en support. Ça peut être une zone pour tenter des petits achats avec un stop un peu en dessous. Si jamais on devait casser ces 30K avec une clôture en dessous, là, dans ce cas-là, ça pourrait baisser un peu plus et je verrai un niveau vers les 25 000. Alors pourquoi les 25 000? On passe en graphique journalier. Je vais rajouter Ishimoku. 25 000, ça correspondrait à peu près à ce niveau ici. Ça correspondrait à un test du Kumo. Donc soit un test du haut du Kumo, le Kumo c'est le nuage, avec une petite mèche en dessous qui testerait le bas du Kumo, pourquoi pas. C'est une zone assez forte, hein. Donc on a le Kumo en format journalier. Si on passe en format hebdomadaire, ça correspondrait, ici les 25 000, au test de la Kijun en bleu. Donc la Kijun en bleu, c'est un élément très fort en termes de support avec Ishimoku. Donc on serait sur un support en hebdomadaire sur la Kijun en bleu. On serait sur un support en journalier sur le Kumo d'Ishimoku. Et en plus de ça, si on repasse en graphique hebdomadaire et qu'on dézoome bien, si on trace un Fibo sur toute la hausse qu'on a eue ici, eh ben, on a le Fibo 38 qui est à 27 000 et quelques. Je me dis, si on corrige, souvent on corrige au moins jusqu'au premier Fibo à 38% avant que ça reparte à la hausse. Si on teste le Fibo 38 avec une petite mèche en dessous, donc quand je dis petit, hein, c'est quand même 2000 points en dessous, mais en format hebdomadaire, 2000 points, c'est pas énorme.
Donc si on teste le 38 et qu'on fait une petite mèche en dessous, eh ben, on aurait testé les 25. Donc je vois vraiment le 25 comme une bonne zone de rebond pour repasser acheteur à moyen long terme sur le Bitcoin si on y arrive. Donc voilà pour mes plans. Petit achat si on reteste les 30 000 avec un stop léger en dessous, un stop à 6-7% en dessous pour tenter, hein, c'est une zone de rebond. Si on casse les 30 000, dans ce cas-là, je reste neutre jusqu'à temps qu'on ait testé les 25 000. Là, je tenterai des achats long terme avec un stop un peu large. Et à plus court terme, si jamais on devait avoir des bonnes surprises et que le Bitcoin reparte subitement à la hausse, hein, rappelez-vous, on est quand même sur le support en rouge ici, le support horizontal. Donc certes, on a cassé le triangle par le bas, ça devrait continuer à baisser, mais suivons les cours. Hein. Si les cours nous disent qu'on a eu tort sur la poursuite de la baisse, il faut trouver des niveaux pour se placer à la hausse. Et ces niveaux, pour moi, c'est si on repassait au-dessus de cette oblique en fait. Là, c'est le triangle, le bas du triangle, on est en dessous. On a fait un pullback ici, peut-être qu'on va refaire un pullback ici et que ça va repartir à la baisse, ça peut très bien se produire. Par contre, si on repasse clairement au-dessus de cette oblique, ça veut dire que là, c'était une fausse cassure et j'essaierai de repasser acheteur au-dessus de l'oblique. Donc selon le rythme, hein, ça peut être entre 35 et 36 000. Je rappelle quand même que les fondamentaux restent extrêmement bullish hein, sur le Bitcoin. Il y a beaucoup de boîtes qui se mettent à acheter du Bitcoin, qui essaient d'en acheter au meilleur prix possible. Donc toutes ces phases de baisse qu'on a, ça peut permettre à ces boîtes d'acheter du Bitcoin. Donc le Bitcoin pourrait repartir très vite à la hausse. Donc pour moi, ça peut être une bonne stratégie de tenter des achats Bitcoin dans des petits time frames avec des stops serrés, juste pour être à l'achat sur le Bitcoin des fois que ça décolle d'un coup. Si ça décolle vraiment, le Bitcoin ne nous enverra pas un fax pour nous dire attention, je vais faire une énorme bougie. Donc il faut guetter à court terme pour se placer tant que les fondamentaux sont bons. Ça vaut le coup de tenter des achats selon moi. On passe à l'Ether face au dollar. En graphique hebdomadaire, on voit que on a testé et même légèrement dépassé hein, l'ancien ATH qu'on avait fait ici en janvier 2018. Alors ce qui n'est pas pratique maintenant, c'est que on est en dessous. Ça veut dire que si vous achetez maintenant, vous achetez sous la plus grosse résistance qu'on puisse avoir sur l'Ether, le sommet historique qu'on avait fait en 2018. Donc là, ça devient très délicat de vouloir acheter pour moins, même si on a redépassé légèrement le sommet en mèche. Pour l'instant, ça n'a pas tenu. On peut regarder en format journalier. En journalier, on voit un espèce de canal haussier ici, point bas, qu'on a retracé à la hausse avec la mèche haute qui a canalisé également le point haut. Ça rabaisse un peu, donc on a un canal haussier. Encore une fois, j'aime pas vraiment ce niveau parce que on est sous la TH en rouge à l'horizontale. Donc déjà, j'ai pas envie d'acheter pile dessous. En plus, on n'est pas loin du haut du canal à court terme en journalier du canal haussier. Donc c'est une résistance également. Les cours pourraient très bien rebaisser, tester le bas du canal ou la médiane. On voit que ça fait quand même des belles baisses possibles. Donc là, je trouve le niveau pas pratique simplement pour vouloir trader. Pour moi, le signal pour passer acheteur, c'est si on cassait vraiment la TH à nouveau. Parce que si ça arrive, on serait au-dessus du canal en vert. Donc sortie haussière du canal haussier, c'est un signal d'achat. Et on serait également au-dessus de l'ATH qu'on avait fait en 2018. Donc on serait repassé au-dessus d'ici. Donc là, ça pourrait être un signal de poursuite haussière. Mais tant que c'est pas fait, pour moi, on est simplement sous résistance. Donc j'ai pas envie d'acheter parce que si on veut mesurer le ratio rendement-risque, hein, si on achète ici pour aller viser un retest de l'ATH par ici, ça fait 5-6% à prendre. Alors que si jamais la résistance repousse les cours à la baisse, comme j'ai dit, on pourrait retester la médiane à moins 12%, voire retester le bas du canal haussier à moins 27%. Donc on voit que le ratio rendement-risque là, on ne va pas risquer 12% ou 30% pour en gagner 5 ou 6. Donc là, sur l'Ether, je vois rien à faire. Je préfère rester neutre, attendre de voir hein, si on casse la TH ou pas. Tant que c'est pas fait, là, il n'y a plus assez d'espérance de gain à la hausse pour vouloir se placer maintenant. En cas de correction, par contre, si on teste là le niveau, que la résistance repousse les cours à la baisse, on aurait un très bon niveau, selon moi, vers les 1000 en fait. Déjà, les 1000, c'est un chiffre rond, donc c'est un chiffre qui est souvent très impactant, c'est un chiffre psychologique. On serait en plus sur le bas du canal parallèle haussier, donc ici, et avec l'Ishimoku, on serait probablement en train de tester le Kumo. Donc soit ici avec une petite mèche en dessous. En tout cas, ça serait un super niveau pour tenter des achats. Je vois pas grand chose d'autre à faire dans ces time frames, en tout cas pour l'instant sur le Bitcoin. S'il se passe des choses et qu'il y a des opportunités à court terme, je publierai sur TradingView de Diabolo, hein, je publierai des analyses dans la semaine, mais pour l'instant, j'avoue que je vois pas grand chose de vraiment intéressant à guetter à très court terme.
Et on va finir avec Tezos qui est assez sympa d'un point de vue graphique. On est en format hebdomadaire. Donc on voit de fond qu'on a une belle tendance haussière, hein. Des sommets alignés à la hausse, des points bas alignés à la hausse. Donc on a également des belles phases de correction, hein. Quand il corrige, il ne fait pas semblant. Mais malgré tout, malgré les grandes phases de correction, les deux vagues qu'on a eues ici et là, la tendance est toujours restée haussière, hein. On a fait des points bas, toujours alignés à la hausse quoi qu'il arrive. Là, c'est en train de redémarrer depuis 3 semaines. On a eu 3 belles semaines de hausse. On vient de casser cette semaine le point haut qu'on avait fait ici. On va passer en format journalier, on le voit mieux. C'était ce point haut ici. Donc là, on a cassé les points hauts récents. Et en plus, on a cassé cette oblique qu'on avait ici. Donc point haut, point haut. Elle bloquait les cours ici. On l'a cassé, on l'a retesté par au-dessus. Donc throwback classique. Et là, ça repart à la hausse. Donc je vois pas mal de signaux haussiers, hein. La cassure de l'oblique blanc, c'était un signal haussier de moyen terme. Là, on a cassé l'ancien point haut ici à l'horizontale en format journalier. Donc on l'a cassé, on a rebaissé un peu, donc là c'était pas une vraie cassure. Mais là on repart à l'assaut et pour le coup là on l'a vraiment cassé à la hausse. À plus court terme, on a également ce canal haussier parallèle en bleu qui canalise bien la hausse. On peut le regarder plutôt en 8 heures, hein. Point bas ici, point bas ici, point bas ici. L'oblique ici à la hausse, elle a canalisé tous les points hauts. Donc on a un beau canal haussier, donc c'est pratique en termes de trading. Là on est sous le haut du canal, donc c'est pas le timing idéal pour moi pour acheter. Mais ce canal haussier nous montre bien que la tendance à court terme est haussière. Elle était déjà haussière à long terme, comme on a vu, mais à court terme, elle reste haussière. Par contre, pour se placer maintenant, je pense qu'il faut attendre une petite correction dans ce canal en bleu. Donc je vois deux niveaux, on va repasser en journalier. Soit une correction sur l'ancien sommet ici. Donc ça nous ramènerait vers la zone des 3, grosso modo, un peu en dessous, un 2,95. Ou alors, encore mieux si c'est arrivé, qu'on reteste l'ancien sommet à l'horizontale ici, avec une petite mèche en bas ou quelques bougies en dessous, pour aller tester le bas du canal. Donc petit excès baissier, c'est là qu'on aurait le meilleur niveau pour tenter des achats, hein. Achat avec un stop un peu en dessous, un stop à moins de 10%, et on vise un retour sur le haut du canal. Ça fait un bon ratio rendement-risque, et je pense même qu'on peut viser encore plus haut, hein. À long terme, on a eu vraiment des beaux signaux avec le franchissement de l'oblique long terme ici à la hausse. Donc ça me paraît haussier. Là, on casse les anciens sommets à la hausse, donc tout me paraît vraiment très haussier. On peut également tracer un Fibo de retracement sur la vague de baisse. Donc cette vague de baisse, on voit que là, on est en train de tester le Fibo à 61,8. Donc c'est un niveau de résistance, hein. C'est pour ça que là, je m'attends à une petite baisse, surtout qu'on a eu 3 belles journées de hausse sur les 3 derniers jours. Donc là, vraiment, pour moi, il faut payer les petites baisses, hein. La vraie question, la vraie interrogation, c'est jusqu'où ça pourrait baisser. Donc soit le niveau des 3, si vous voulez être rapidement dedans, soit espérer qu'on fasse un petit excès baissier. Tant qu'on reste au-dessus du Fibo 38, ici pour moi c'est que la tendance reste haussière, hein. On pourrait rebaisser dans le pire des cas ici, le Fibo 38 et le bas du canal haussier en bleu, ça serait vraiment le niveau, alors là parfait pour le coup, on serait à 2,65 pour acheter. Mais peu importe où on va tester le bas du canal, pour moi c'est une zone d'achat idéale pour se placer sur Tezos. On est arrivé au bout de la vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé, et je vous dis à mercredi prochain pour le live sur YouTube à 13 h. Salut tout le monde, bon week-end.